Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. Peut-on raconter la folie, la fureur et la violence par la danse ? Comment chorégraphier l'indicible et l'horreur absolue ? En 2004, le chorégraphe français Angelin Prel-Jocage s'empare du mythe de Médée avec les danseurs du ballet de l'Opéra de Paris. Médée, c'est la figure de la barbarie au féminin, celle de l'épouse trompée et humiliée qui, pour se venger de la trahison de l'homme auquel elle a tout sacrifié, égorge leurs 2 enfants. De ce cauchemar terrifiant, Prel-Jocage tire un songe, le songe de Médée, comme pour mettre à distance ce passage à l'acte insensé et en souligner la portée universelle. Sauf qu'à aucun moment, le chorégraphe ne cherche à en dissimuler la violence. Qu'il soit rêve ou réalité, le bain de sang a bel et bien lieu sur la scène de l'Opéra Garnier. La création de ce ballet marqua une nouvelle étape dans la collaboration entamée 10 ans plus tôt entre Angelin Prel-Jocage et la compagnie du ballet de l'Opéra de Paris. Elle avait débuté à l'initiative de Brigitte Lefebvre, qui dirigea le ballet de 1995 à 2014. Après Le Parc, devenu un classique du répertoire, puis Casanova, Prel-Jocage opta cette fois pour un ballet plus intimiste et il associa pleinement les danseurs au processus de création. Dans cette aventure, il entraîna entre autres les étoiles Marie-Agnès Gillot, Wilfred Romoli et Eleonora Abagnato. Dans ce nouvel épisode de Works, Angelin Prel-Jocage explique comment il a construit cette chorégraphie à l'intensité dramatique quasi insoutenable sur une musique électronique de Mauro Lanza. De la tragédie de Médée, Prel-Jocage fait un drame moderne au croisement de la mythologie et du fait divers. Ses visions sont saisissantes, qu'il explore la fureur impuissante de Médée ou la sensualité vénéneuse de la douce Créuse à laquelle Jason ne résistera pas. J'ai rencontré Angelin Prel-Jocage dans le grand foyer du théâtre de Chaillot. Derrière nous, vous entendrez peut-être quelques notes du Lac des Cygnes en répétition cet après-midi-là. Je suis Sophie Le Cerf, vous écoutez Works, un podcast de Culte Média réalisé en partenariat avec l'Opéra de Paris. Après avoir créé des longs ballets comme Le Parc et Casanova, j'ai créé ensuite Le Songe de Médée, qui était une petite forme qui s'inscrivait dans une soirée de plusieurs ballets en fait. Et je trouvais intéressant là tout à coup de retrouver un petit groupe de danseurs que j'avais rencontré lors des créations de Casanova, puis du Parc, et de travailler plutôt faire une sorte de ballet de chambre presque. Si on disait, il y a la musique de chambre et puis voilà, il y a la musique d'orchestre. Et donc les 2 ballets que je viens de citer, Le Parc et Casanova, sont plutôt des ballets de grand orchestre, quoi. J'avais envie de ça et donc j'ai proposé cette thématique de Médée, en fait, qui est un sujet qui n'a pas été tellement abordé par la danse et je trouvais ça intéressant. De changer de registre, de changer d'échelle, de changer de point de vue. Enfin, tout ça me plaît beaucoup. C'est déjà ce que je fais dans mon travail avec ma compagnie, c'est-à-dire que j'alterne des grands ballets narratifs comme Blanche-Neige, Roméo et Juliette, ou là, Le Lac des Cygnes, avec des œuvres beaucoup plus radicales sur de la musique de Stockhausen ou bien des borborigmes de John Cage pour Empty Moves. Mais j'aime cette aventure de la radicalité en contrepoint, parfois juste du plaisir de raconter une histoire avec les corps, de raconter des émotions, de raconter des histoires d'amour, de raconter des histoires tragiques. Et là, parfois, donc, d'être dans des choses complètement conceptuelles et radicales, voilà. Ça s'appelle Le Songe de Médée. C'est pas vraiment Médée, en fait. C'est une Médée qui rêve de ce qui va se passer, une sorte de prémonition. D'ailleurs, elle s'endort au début du ballet. Et ensuite, les choses arrivent. Elles arrivent soit dans son rêve, soit comme une sorte de concrétisation de l'oracle qu'elle aurait eu, qui serait passé dans son esprit. Mais tout ça vient d'une histoire avec Jason, qui est son mari, qui est le père de ses enfants, qui a une liaison avec Créuse. Et quand Médée découvre ça, alors qu'elle s'est sacrifiée pour Jason, elle rentre dans une fureur et une folie. Et pour le punir, et pour se punir, et pour punir l'humanité entière, en fait, elle fait ce geste d'infanticide terrifiant.
Évidemment, il y a la mythologie, mais je trouvais que dans la vie aussi de notre époque, je lisais des articles parfois dans les faits divers qui me bouleversaient terriblement. Des femmes qui, au bord de la misère, je dirais même au banc de la société et au bord du monde, finalement, se retrouvent dans cette espèce de suicide, en fait. C'est un suicide mental, d'abord. C'est-à-dire, c'est comme éradiquer sa propre essence de faire ça. Je crois que c'est la tragédie de la tragédie, pour moi. C'est quelque chose qui me bouleverse. Et donc, de lire aussi des articles qui nous montrent qu'aujourd'hui, il y a encore des Médées qui continuent, qui existent, qui tuent leurs enfants des fois, c'est par désespoir. Et parfois, pour ne pas laisser vivre à leurs enfants une sorte d'enfer ou de désespoir à venir. Et c'est tout ça qui est dans Médée, en fait. L'histoire de Médée, c'est quelque chose qui questionne profondément. Parce que Médée, en faisant ce geste, elle se met en retrait de l'humanité, en fait. Parce que, justement, c'est ça le geste de Médée. C'est de dire, voilà, votre humanité, eh bien, moi, je n'en veux pas. Et pour vous montrer que ça ne m'intéresse pas, je me mets en retrait de cette humanité. Et je fais un acte qui est, on pourrait dire, inhumain, en fait. Et c'est cette folie, cette fureur que j'avais envie de mettre en danse, justement, puisque c'est une chose que j'avais jamais vue en danse. La compagnie du Ballet de l'Opéra de Paris, c'est une très belle compagnie, comme chacun sait. C'est une compagnie qui a justement, je dirais, qui a des voilures différentes, qui peut prendre des proportions diverses, grandes formes réduites, etc. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est de prendre les mêmes qu'on a pu voir dans des ballets, justement, où il y a pléthore de danseurs, et puis de les retrouver dans une intimité. Il se passe d'autres choses, en fait, pendant les répétitions. Et l'attitude des danseurs change, et puis ils se révèlent autrement aussi, parfois. Et là, c'est des complicités qui avaient émergé donc avec certains danseurs pendant la création du parc et de Casanova qui revenaient. Donc retourner vers quelque chose d'intime était assez passionnant. Cette complicité qui s'est installée entre Angelin Prel-Jocage et les danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris, à l'occasion de ses créations précédentes, va l'amener à travailler cette fois différemment avec la compagnie. Quand j'ai fait le parc, par exemple, c'était la première fois que je créais pour le Ballet de l'Opéra de Paris. Je voulais être extrêmement responsable. C'est-à-dire, dans le mot responsable, il y a la notion de réponse. C'est-à-dire d'être capable de répondre. Si on nous dit, mais c'est comment ? En fait, c'est comme ça, exactement. Donc, je suis responsable, je réponds. Et donc, j'arrivais en répétition, je savais exactement ce que j'allais montrer aux danseurs, à la croche près, à la double croche près, avec la parfaite sensation du corps dans l'espace, etc. Donc, tout était préparé, tout était pré-mâché, je dirais. Les danseurs n'avaient qu'à apprendre le mouvement, tout simplement. Voilà, c'était bien parce que c'était une façon aussi, à une époque où les danseurs, peut-être parfois s'interrogeaient sur la validité de travailler avec des danseurs contemporains alors qu'ils avaient une formation classique, par exemple. Ça permettait quand même de cadrer un peu plus les choses. Et donc, ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire que les danseurs il y a eu une période justement d'observation où les danseurs tout à coup ont compris où je voulais aller parce que c'était très clair, j'étais très rigoureux. Mais après, une fois qu'on s'est un peu apprivoisé, j'ai cherché devant eux au lieu de faire le travail que je faisais tout seul dans un studio avant d'arriver en répétition. Ce travail-là de recherche dans mon propre corps, je le faisais devant eux. Ce qui fait qu'ils avaient un peu accès à l'émergence des choses, à la construction, à la formalisation des choses, plutôt que d'arriver avec le truc déjà fini, le produit fini. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'ils sont là pendant le processus, ils voient par où je passe, ils voient où je cherche. Ils sont aussi une sorte de restitution immédiate de ce que je viens de faire. Donc, je peux très bien me retourner, demander par où je suis passé, là, le bras, j'ai fait comment, etc. Et ils ont une mémoire visuelle qui est très forte. Donc, ils vous disent, ils vous aident aussi. Ils vous disent, non, en fait, tu as mis ton pied là et après, tu as passé ton bras, etc. Et voilà, ça, c'est très passionnant. C'est comme ça que je travaillais déjà avec mes danseurs. Mais c'est une chose que je n'avais pas encore fait avec les danseurs de l'Opéra de Paris.
Et je trouvais que c'était intéressant avec Médée d'approfondir la relation avec les danseurs, d'arriver presque nus devant eux et de leur proposer de travailler sur des mouvements qui émergent à l'instant où ils les voient. La relation avec le danseur, c'est une relation d'échange. De toute manière, pour un chorégraphe, je crois que la plus belle chose, c'est de donner quelque chose à habiter à un danseur. C'est une maison. Je te donne cette maison, tu l'habites comme tu veux. Tu vois, il y a 3 pièces. Là, à gauche, tu rentres, il y a un grand salon. Là, au fond, il y a un couloir, etc. Et tu peux passer dans tous ces endroits un peu comme tu veux, en fait. Sauf que chez moi, les pièces sont extrêmement, peut-être labyrinthiques ou très structurées. Donc ça oblige quand même le danseur à se profiler un peu. Mais à l'intérieur, il peut vraiment laisser libre cours à son interprétation. Et même, je dirais que c'est encore plus maniaque chez moi, c'est que je suis tellement exigeant sur le mouvement que je voudrais que le danseur oublie la précision du mouvement, mais après l'avoir acquise, en fait. Pas avant. C'est souvent ça l'erreur. C'est qu'on croit que la liberté, c'est de se laisser aller avant d'avoir atteint la rigueur du mouvement. Et moi, ce que je veux, c'est que le danseur atteigne d'abord la rigueur du mouvement pour pouvoir habiter pleinement ce mouvement sans aucun souci de la forme, finalement. Parce qu'elle est là. Parce que là, elle est inscrite dans son corps. Et du coup, on peut penser à autre chose, on peut interpréter autre chose. Pour m'aider, Angelin Prejloclage s'entoure d'une distribution éblouissante et il propose des rôles quasiment sur mesure aux danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris. Il y avait Marie-Agnès Gillot, il y avait Laurent Hiller aussi, Wilfried Romoli, avec qui j'avais eu aussi une très belle complicité, Alice Renavant, Eleonora Bagnato. Donc voilà, ça c'était toutes ces belles personnalités. Ce qui est drôle, c'est que par exemple, avec Médée, j'avais déjà une idée claire de qui allait faire quoi et que je m'étais adapté à leur personnalité. Avec ma compagnie, par exemple, quand je commence un ballet, je commence le ballet et je dis aux danseurs, voilà, on commence une création. Pour moi, il n'y a pas encore le prince, il n'y a pas encore Rothbard, il n'y a pas encore le cygne, il n'y a pas encore Roméo, il n'y a pas encore Juliette. Pour moi, vous êtes des individus, vous êtes des danseurs, vous êtes des artistes. On commence à travailler et Roméo et Juliette, à un moment, vont apparaître sous mes yeux. Là, à l'opéra, évidemment, j'ai choisi de faire Médée. Je me suis dit, il y a Jason, il y a Créuse, il y a Médée, et puis il y a les enfants aussi. Alors ça a été une des expériences aussi qui m'intéressait, c'était de mêler des enfants dans la distribution et de voir comment la présence des enfants allait jouer aussi sur l'atmosphère des répétitions. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y avait les enfants en répétition, il y avait autre chose dans l'air. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup tout à coup bousculer un peu les... Parce que les studios de danse, c'est tellement des lieux qui sont habités par les danseurs, souvent la plupart du temps, et par l'espace en fait. Et les danseurs inséminent l'espace pour moi. C'est vraiment tout un jeu que je conçois comme ça. Mais dès qu'on rajoute d'autres éléments, des enfants ou des acteurs ou des vieilles personnes ou une personne handicapée, etc., la substance de l'espace, finalement, change. Il y a quelque chose dans l'air qui bouge et qui fait bouger les corps des danseurs eux-mêmes. Sans qu'ils le sentent réellement, le même geste, tout à coup, va avoir une autre texture, une autre tessiture. Et là, l'arrivée des enfants était une des composantes, en fait, de cette alchimie. Ils sont manipulés par Médée dans l'histoire, mais ils sont aussi manipulés par la danseuse qui les fait bouger, qui danse avec eux. J'avais chorégraphié des pas vraiment pour les enfants, des pas d'enfants, en fait. Ça aussi, c'était... Et donc, elle, en tant que Médée, évidemment, Médée, elle ne déteste pas ses enfants. Elle les aime. C'est ça aussi le drame. C'est ça la tragédie de cette mythologie. C'est qu'il y a un amour et puis il y a la mort qui va arriver. Et c'est tout ça qui me fascinait dans ce mythe. Et donc, au début du ballet, elle danse avec ses enfants. Et elle danse d'une façon mais extrêmement émouvante parce que elle prend les pas des enfants. Elle danse une danse d'enfant alors qu'elle est une femme, une grande femme,
plus quand c'était Marie-Agnès Gillot aussi, c'était, voilà, il y avait une espèce de majesté, de puissance. Et avec ces deux enfants à côté, et qui faisaient des pas d'enfants, en fait, qui étaient chorégraphiés comme des pas d'enfants, et elle qui reprenait ses pas avec eux. Et c'était, j'aimais beaucoup ces moments, répétition, de voir ça. Comme une mère qui joue avec ses petits, comme une louve qui joue avec ses louveteaux. Et donc ça, c'est le préambule de Médée. Et puis après, il y a la découverte de la trahison de Jason avec sa maîtresse Créuse. Il y a un duo avec Créuse aussi qui est très sensuel, un peu érotique, un peu étrange aussi. Et puis, il y a la montée de la fureur de Médée. Et puis, il y a le meurtre des enfants. Ouais. Ce terme de meurtre des enfants, qu'Ange Prel-Jocage semble lui-même hésiter à prononcer, comment le traduire en langage chorégraphique? Comment raconter cette histoire d'infanticide par la danse? Ce qui est très difficile finalement, c'est comment ne pas rentrer dans la pantomime ou dans le côté redondant du mouvement qui voudrait dire quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas que le mouvement dise quelque chose. C'est le corps qui dit quelque chose, c'est pas le mouvement. C'est un langage en fait, la danse. C'est comme les mots, si vous voulez. Les mots, ils disent des choses seuls, mais en fait, c'est dans l'articulation des mots qu'on dit quelque chose, qu'on raconte quelque chose. C'est pas juste en sortant un mot comme ça, parce qu'un mot est très ambigu, c'est une valise, un mot. Ça peut être beaucoup de choses. Et si on rentre avec la danse dans ce système de faire des gestes pantomimes, en fait, on réduit automatiquement la puissance de ce qu'on veut raconter, peut-être. Il faut que ce soit l'articulation du mouvement comme une sorte de système de pensée du corps qui diffuse le sens. Au langage chorégraphique s'ajoute le choix de la musique, mais également la scénographie, c'est-à-dire les décors et les costumes. C'est à travers tous ces éléments que Prel-Jocage raconte sa vérité de Médée. J'ai travaillé sur la musique de Mauro Lanza, qui est un musicien qui travaillait à l'IRCAM à l'époque où je l'ai rencontré, et dont la spécificité était que parfois il utilise des instruments d'enfants, comme des tout petits pianos, voilà, ou des petits machins, des petites trompettes à 3 balles qu'on trouve chez... Et il les intègre dans ses compositions. Et bien sûr aussi complété de systèmes électroniques, de déformation du son. Et en même temps, il y avait une telle puissance aussi dans son écriture musicale que je trouvais que ça pouvait vraiment jouer les deux, c'est-à-dire à la fois cette idée de l'enfance, on est emporté dans des... C'est un peu comme des Madeleines de Proust sonores, quoi, qu'on entend comme ça. Et puis, la musique se densifie, elle se durcit, elle devient plus âpre, plus rugueuse, plus violente aussi, et jusqu'au paroxysme où à la fin, c'est vraiment, c'est même insoutenable finalement au niveau sonore. Et comme de toute façon, l'image est insoutenable aussi. Donc il y a une cohérence, c'est-à-dire d'associer à la fois l'enfance et la violence. Je me suis aussi appuyé sur la scénographie qu'on avait déterminée ensemble avec Thierry Leproust. Thierry Leproust, c'est un décorateur avec qui j'aime beaucoup travailler, qui a fait Le Parc, qui a fait Casanova. Avec Le Songe de Médée, on a essayé de faire quelque chose d'assez épuré. Et j'avais envie de sauts en métal, des sauts... Parce que le saut en métal, pour moi, avait une symbolique qui était liée au lait. Quand on va traire les vaches, j'avais cette image un peu rustique peut-être, où on remplit ces seaux de lait et ça sert à nourrir. Voilà, le lait, c'est aussi le lait maternel, etc. Donc il y avait tout un contexte dans ce ballet qui est ces seaux remplis de lait et qui nourrissent vraiment les enfants, en fait. Donc il y a la présence du lait. Et puis, à la fin, il y a la présence du sang. C'est un peu comme si le lait se transforme en sang, en fait. Et symboliquement, on pourrait dire que Médée, c'est ça exactement. C'est du lait qui se transforme en sang. Donc, ce parti pris à la fois scénographique, puis aussi sémantique, puisque, comme je dis, le lait et le sang se font face. C'est ça aussi qui a porté la dramaturgie du ballet, en fait.
Bien que la grande majorité des spectateurs connaissent à l'avance l'épouvantable dénouement, le choc est immense. Je me rappelle surtout du silence qui suivait le... Ça, c'était assez incroyable. Après la tuerie, en fait. Ces 2 enfants, le silence qui suit. Ah, c'était terrible, terrible, terrible. Mais en même temps, c'était puissant. Hein. Mais je pense que c'est presque plus le silence qui était plus terrifiant que ce qu'il y avait eu avant. Mais ce silence terrifiant n'aurait pas pu advenir sans ce qu'il y avait avant. Mais alors, est-ce que c'est ça, en fait, qu'on veut faire advenir, les chorégraphes, les artistes ? Ce que je sais, c'est que les gens qui l'ont vu, quand je les recroise, souvent m'en reparlent, comme de quelque chose comme un souvenir marquant. Donc, pour moi aussi, c'était intéressant de me dire, tiens, c'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé, finalement, de ce ballet. Le Songe de Médée est repris en 2006 par le Ballet de l'Opéra de Paris, avec notamment l'étoile Delphine Moussin dans le rôle de Médée. Et bien qu'il ne s'agisse plus des interprètes avec lesquels les rôles ont été créés, l'expérience demeure tout aussi intense pour Angelin Preljockaj. Ce que je reçois est toujours différent et c'est ce que j'espère toujours. Et je ne change pas les pas parce que je trouve que... Je pense qu'il faut que les œuvres... Vous savez, on dit oh, j'ai vu ce truc, c'est très daté. Ben oui, c'est daté, effectivement. Mais Mozart est daté, Modigliani est daté, Picasso est daté, tout est daté. Heureusement. Parce qu'en fait, ça porte, je dirais, l'ADN de l'art d'une période, de l'histoire, de l'humanité. Donc, Marcel Duchamp disait « L'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque ». C'est-à-dire que si à chaque fois on met au goût du jour les choses, on perd l'art de l'époque. En revanche, et là c'est très important ce que je vais vous dire là, c'est les interprètes qui réactualisent, qui revalident, si vous voulez, l'intensité et la validité de l'œuvre, en fait. Et je dirais même que chaque œuvre est nourrie comme un millefeuille de toutes ces interprétations différentes et l'épaississent. Il n'y a qu'une œuvre qui est dansée, une œuvre qui est jouée, une œuvre qui est interprétée. Elle a des dimensions supplémentaires qui s'ajoutent, même si les notes sont les mêmes. Une sonate de Bach, aujourd'hui, on l'entend différemment parce qu'elle a son wagon d'interprète de plusieurs siècles et qui lui donne une valeur aujourd'hui, une épaisseur absolument incroyable aussi. Mais en fait, l'œuvre est forte si elle résiste au temps aussi. Donc, en fait, plus j'avance dans mon travail, dans ma vie, et moins j'ai envie de me conformer à une image, qu'elle soit moderniste ou classiciste ou avant-garde ou rétrograde. Je m'en fous complètement. Et ce que j'essaye, c'est de faire ce qui me paraît essentiel au moment où je travaille. Ce que je vais faire là, ça correspond à quelque chose que je ressens par rapport au monde, en fait. C'est comment moi je vais me mettre entre le monde et ce que je fais. Je suis positionné là, en fait. Donc, je suis comme une sorte de conducteur, au sens électromagnétique, par exemple, du terme. Entre le monde et la scène, ou le ballet, ou voilà. Donc, je suis à cet endroit-là, et j'essaye de faire ce que je pense être le plus juste par rapport à ce que je ressens, en fait. Je remercie beaucoup Angelin Preljockaj d'avoir accepté d'évoquer son travail de chorégraphe et de partager ses souvenirs avec le Ballet de l'Opéra de Paris. Je suis très heureuse que ce soit cet artiste majeur, pour lequel j'ai une grande admiration, qui vienne clore cette première saison de Works. Elle n'aurait pas été possible sans le soutien des équipes de l'Opéra de Paris, qui ont assuré le lien avec les artistes et organisé chacune de ces rencontres. Un grand merci également à Catel, qui a fabriqué toutes les musiques, le générique et l'atmosphère sonore du podcast. Surtout, restez connectés sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Nous serons très vite de retour. À bientôt.